Bienvenue à cette nouvelle discussion. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une question assez fondamentale, presque vertigineuse, hein, celle de notre propre conscience. Et plus précisément, comment elle se positionne par rapport à elle-même et au monde. Qui regarde quoi au juste quand on dit «je suis conscient». C'est une question immense en effet. Et pour nous guider un peu là-dedans, on a un court extrait d'un texte de Pierre G. Martin. Le titre, c'est «Sujet et l'objet». Titre simple, mais l'idée d'ailleurs, on va le voir, elle a pas mal de conséquences. Tout à fait. C'est souvent comme ça en philosophie. Notre objectif ici, c'est de déplier un peu cette relation complexe entre le sujet, celui qui perçoit, et l'objet, ce qui est perçu. Mais au sein même de l'expérience consciente. Comment Martin articule ça? Surtout en lien avec Descartes et son fameux «je pense donc je suis». Oui, il y a un dialogue intéressant avec Descartes. C'est ça, on essaye de cerner un peu la nature même de notre présence au monde. Ce qui m'intrigue, là, tout de suite, c'est cette idée que la conscience pourrait être les deux, en même temps, le projecteur et l'écran. Mm. Ça défie un peu l'intuition classique, non? Où on sépare bien celui qui observe et la chose observée. Alors, plongeons là-dedans. Martin, il commence fort. Il pose une affirmation assez radicale, on peut dire. C'est le pivot. L'expérience de la conscience et la conscience elle-même. Elle est à la fois le sujet et l'objet. Phrase courte, mais dense. Oui, très dense. C'est vraiment le cœur de son propos. Pour bien saisir ce que ça implique, faut peut-être juste redéfinir sujet et objet ici. Oui, bonne idée. Alors, classiquement, disons depuis Descartes, le sujet, c'est l'instance qui pense, qui perçoit, le moi, si on veut, conscient, actif. Et l'objet, c'est tout le reste, le monde extérieur, les autres, mais même nos propres pensées, quand on y réfléchit, quand on les prend comme objet d'attention. D'accord, il y a cette dualité, quoi. Voilà, une dualité fondamentale. Et ce qui est fascinant ici, c'est que Martin, lui, il semble vouloir dynamiter un peu cette séparation, en tout cas au niveau le plus basal de l'expérience. Normalement, on imagine la conscience comme, je sais pas, un projecteur interne, qui éclaire soit dehors, une table, un arbre, soit dedans, un souvenir, une émotion. Mhm. Mais le projecteur, le sujet, reste distinct de ce qu'il éclaire, l'objet. Oui, on imagine toujours une petite distance, même si l'objet c'est une pensée interne. Il y a le «je» qui regarde et la pensée regardée. Exactement. Or, l'idée de Martin, si on la creuse un peu, elle est plus subtile. Il suggère que l'acte même d'être conscient, cette expérience brute-là, d'exister et de percevoir, ce n'est pas juste un outil qui se tourne vers autre chose. L'expérience elle-même devient son propre contenu. Ah oui? Hein? Comment ça? En étant conscient, la conscience ne ferait pas que viser un objet, extérieur ou intérieur, elle se saisirait elle-même dans cet acte. C'est un peu comme si le fait d'éclairer était en soi la chose la plus importante qui soit éclairée à ce moment-là. J'essaie de visualiser, un peu comme une caméra qui filmerait son propre retour vidéo sur un écran. L'acte de filmer et l'image, C'est une bonne analogie, oui. qui est l'acte de filmer, deviennent indissociables. Une sorte de boucle. C'est ça, c'est cette notion d'autoréférentialité. La conscience, dans son fonctionnement de base, elle serait repliée sur elle-même. Ce n'est pas juste une fenêtre ouverte sur le monde, c'est d'abord l'expérience de cette fenêtre elle-même. L'acte d'être conscient est l'objet premier de la conscience. D'accord. Avant même de savoir de quoi on est conscient, il y a le fait brut d'être conscient. Et cet acte-là, selon Martin, c'est là que sujet et objet coïncident. Le qui et le quoi fusionnent dans l'expérience. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que Martin, il fait le lien direct avec Descartes. Le fameux «je pense donc je suis». Le cogito. Il dit pas juste que ça illustre son idée, mais que le cogito, c'est ça, cette expérience de fusion sujet-objet. C'est une lecture assez forte quand même. Oui, c'est une interprétation significative. Comment on passe de la preuve d'existence de Descartes, son but initial, à cette description de la nature de la conscience? Excellente question. Parce que ça touche à une réinterprétation, oui. Rappelons un peu Descartes. Il doute de tout, le doute hyperbolique, les sens, le monde extérieur, même les maths. Il cherche une certitude absolue, un truc indubitable pour fonder la connaissance. Et il trouve ça dans le cogito. Voilà. Même si je doute de tout, le fait même que je doute, c'est une pensée. Ça prouve que j'ai, cette chose qui pense, j'existe. Je pense, donc je suis. C'est d'abord une démarche épistémologique. Épistémologique, c'est-à-dire qui concerne la connaissance, comment on sait ce qu'on sait en gros. Cette expérience du cogito, mais en déplaçant un peu l'accent, moins sur la preuve logique de l'existence
et plus sur la description de ce qui se passe là, dans cet instant précis du «je pense». Ah d'accord. Pour Martin, le cogito, c'est pas juste la conclusion d'un raisonnement, c'est l'expérience vécue d'une conscience qui se saisit elle-même. Donc le «je» qui pense, le sujet, il prend immédiatement conscience de son propre acte de pensée, et par là de son existence, qui devient l'objet immédiat de cette pensée. C'est ça la fusion? C'est exactement ça. Dans l'instant du cogito, le sujet pensant est l'objet de cette pensée, qui est l'acte de penser lui-même, et l'existence qu'il révèle sont inséparables. Ils émergent ensemble. La conscience, elle ne découvre pas son existence comme un fait extérieur. Non, elle l'expérimente directement comme étant l'acte même de penser. Hmm. Le je pense et le je suis, ce n'est pas une cause et une conséquence logique, distante, c'est les deux faces simultanées de la même expérience autoconsciente. C'est une lecture plus phénoménologique du cogito. Phénoménologique, ça veut dire centré sur l'expérience vécue telle qu'elle apparaît à la conscience, c'est ça? Précisément. Au lieu de voir le cogito comme un argument logique, abstrait, Martin le voit comme la description paradigmatique, le modèle même de l'expérience fondamentale de la conscience, celle d'être à la fois celui qui expérimente et l'expérience elle-même. La conscience s'auto-illumine en quelque sorte. D'accord. Et cette auto-illumination, c'est pas un petit truc en plus, un épiphénomène, non, c'est sa nature première. C'est fascinant comme relecture. Ça donne une épaisseur existentielle au cogito qui va au-delà de sa fonction logique pure. Mais alors, si cette fusion sujet-objet dans l'autoconscience est si fondamentale, quelles conséquences on en tire? Martin, lui, il conclut de façon assez directive. Il faut donc, pour penser le monde, d'abord se penser soi-même. Ça sonne presque comme une règle à suivre, ça. Oui, et c'est là que les implications deviennent vraiment importantes. Si on replace cette phrase dans une perspective plus large, ce n'est pas juste un conseil de développement personnel, genre connais-toi toi-même pour mieux comprendre les autres. Non, ça semble plus profond. C'est beaucoup plus radical. Martin suggère que cette autosaisie de la conscience, cette expérience où sujet et objet coïncident, ce n'est pas une introspection qu'on fait si on veut. C'est la condition de possibilité première de toute pensée tournée vers l'extérieur. C'est le point d'Archimède, si on veut, à partir duquel penser le monde devient possible. Attendez. Ça voudrait dire qu'on ne peut pas juste ouvrir les yeux et percevoir le monde directement, comme ça, tel qu'il est. Il faudrait d'abord passer par cette case conscience de soi. Ça semble contre-intuitif, non? On a l'impression de percevoir les choses directement. C'est contre-intuitif par rapport à notre expérience naïve, oui, c'est vrai, mais réfléchissons un instant. Qu'est-ce que c'est? Penser le monde. C'est pas juste recevoir passivement des infos, des stimuli, c'est organiser, conceptualiser, donner du sens à ce qu'on perçoit. Oui, d'accord. Eh bien, selon cette vision inspirée de Martin, cette capacité à organiser et à penser le réel extérieur, elle ne pourrait pas émerger de nulle part, ex nihilo. Elle nécessiterait un point d'ancrage fondamental. Une sorte de scène, si vous voulez, sur laquelle la représentation du monde peut se déployer. Et cette scène primordiale, ce serait l'expérience de la conscience elle-même, se sachant consciente. Hmm, je vois. Autrement dit, l'accès à la réalité extérieure ne serait pas direct et neutre. Il serait toujours médiatisé par cette structure fondamentale de notre conscience qui est d'abord autoréférentielle. Se penser soi-même, pas au sens de réfléchir à ses états d'âme, mais au sens de cette expérience de base d'être un sujet conscient, ce ne serait pas un détour narcissique avant de s'occuper du vrai monde. Non, ce serait le socle même sur lequel la pensée du monde peut s'édifier. Sans cette première lumière de la conscience sur elle-même, il n'y aurait pas de lumière pour éclairer quoi que ce soit d'autre. D'accord. Je crois que je commence à saisir la portée de l'idée, là. Ça remet en question l'image d'une conscience comme simple réceptacle passif d'infos. Elle serait d'abord activement engagée dans sa propre existence. Donc, pour résumer très grossièrement, Oui, notre capacité à comprendre, à interagir avec, ou même juste à percevoir le monde autour de nous, elle commencerait pas par une page blanche sur laquelle le monde s'imprime. Elle débuterait par ce point d'ancrage incontournable, la conscience qui se vit elle-même. Cette fusion sujet-objet. C'est seulement à partir de là que le reste peut prendre sens et être pensé. C'est ça? c'est une excellente reformulation, oui. La perspective de Martin, éclairée par sa lecture du cogito, présente la conscience non pas comme un miroir passif, mais comme une activité, une expérience dynamique où sujet et objet sont originalement unis. Et cette autoconscience fondamentale, c'est pas juste un fait parmi d'autres.
C'est la condition structurelle qui rend possible toute notre relation cognitive au monde. Alors, si on tire le fil, ça a des implications assez profondes sur comment on voit la séparation entre l'intérieur et l'extérieur, non? Entre le moi et le monde. La vision classique, elle pose souvent une frontière assez nette. Mon esprit, mes pensées, c'est ici, dedans. Le monde physique, les autres, c'est là-bas, dehors. Absolument. Et cette perspective inspirée de Martinal, elle vient brouiller cette frontière. Si l'acte premier de la conscience, c'est cette autosaisie où sujet et objet fusionnent, alors cette distinction dedans-dehors, elle n'est peut-être pas si fondamentale qu'on le croit. Elle serait plutôt une construction secondaire, qui émerge sur la base de cette expérience première unifiée. Ah, oui, d'accord. Ça suggère une relation beaucoup plus intriquée. La nature même de notre conscience, cette capacité à être sujet et objet en même temps, ne serait pas juste un phénomène confiné à notre intériorité, elle façonnerait activement, fondamentalement, la manière dont le monde extérieur nous apparaît et dont on peut le penser. Donc ce n'est plus juste un moi isolé qui regarde un monde indépendant? Exactement. C'est une structure de conscience autoréférentielle qui est la condition même pour qu'un monde puisse émerger pour nous, comme champ d'expérience et de pensée. Ça donne le vertige un peu. Ça voudrait dire que la structure de notre réalité perçue est intimement liée, conditionnée même, par la structure de la conscience qui la perçoit. C'est ça. C'est plus juste comment je vois le monde, mais comment le monde peut m'apparaître étant donné la nature de ma conscience. C'est exactement l'idée. La subjectivité, ici, n'est plus vue comme un filtre potentiellement déformant sur une réalité objective extérieure, mais comme la condition même de possibilité de l'expérience d'une réalité, quelle qu'elle soit. La façon dont nous sommes conscients détermine la façon dont le monde peut se présenter à nous. Mhm. Évidemment, ça soulève d'immenses questions philosophiques sur la nature de la réalité, de la connaissance et du soi. En tout cas, cette lecture de Martin, via Descartes, offre une perspective puissante sur la centralité de l'expérience consciente elle-même. Pas juste comme outil, mais comme fondement. C'est une idée qui mérite qu'on s'y attarde. Voilà donc pour notre exploration de cet extrait de Pierre G. Martin et de sa vision de la conscience comme sujet et objet fusionnés, avec le cogito comme illustration expérientielle clé. Une tentative de cerner ce point de départ de toute notre expérience. Et peut-être pour laisser une piste de réflexion ouverte, une pensée à emporter. Si, comme le suggère cette analyse, la compréhension du monde, et même sa simple apparition pour nous, commence fondamentalement par cette expérience première de la conscience, se saisissant elle-même, alors qu'est-ce qui pourrait changer si on portait une attention plus délibérée, peut-être plus soutenue au quotidien, non pas seulement au contenu changeant de nos pensées ou perceptions, mais à la nature même de cet arrière-plan constant, cette présence silencieuse d'être conscient qui rend tout ça possible. Quelles pourraient être les conséquences, même pratiques, d'une familiarisation plus profonde avec cette dimension fondamentale de notre propre expérience, ce socle où sujet et objet semblent ne faire qu'un?